Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far, another wanna color your world. Je suis assis à l'auberge. J'ai devant moi un verre de pétillant rosé, le Parés Balta de la maison catalane. Parés Balta qui est un très bon mousseux, des très bonnes bulles espagnoles, catalanes. Donc avec son petit goût fin de fraise, très bon pétillant. Donc je prends un apéro. J'attends ma blonde et tranquillement. Je suis en train de divaguer un peu, une genre d'errance. Donc dans ma tête, j'ai toutes sortes d'idées comme ça qui me passent. Puis j'ai une réflexion à vous partager sur l'amour. L'amour, pas celui de nos parents, pas celui de nos enfants, de nos amis, mais celui envers une autre personne. Je me promenais dans ma tête comme ça. Puis j'espère que les mots vont être bien, puis que je vais me faire... que ça va être agréable pour vous de connaître ma pensée. Donc, vous connaissez aussi mon amour pour l'histoire, donc je fais un mix. Je fais un mix des deux. J'aime beaucoup l'histoire. Je fais une genre de chronologie amoureuse. On va dans le très lointain. On va dans l'Antiquité, donc la période de l'Antiquité, une période très grande de l'histoire de l'humanité. On commence par l'invention de l'écriture jusqu'à la chute de l'Empire romain. Donc, c'est une très, très grande période de l'histoire. Et dans l'Antiquité, les Grecs, ben, c'est eux qui nous laissent le plus de pistes par rapport à l'amour, par rapport à comment que les gens vivaient, l'amour en tant que tel. Et les autres, du côté des Grecs, ben, l'amour était relié directement au plaisir charnel, donc le sexe et le plaisir émotionnel aussi. Donc, très sexe, très émotion pour les Grecs. C'était ça l'amour, hein, c'est pas dans leur temps. Mais pour le mariage, par exemple, bien, ça n'avait aucun lien avec l'amour. Donc, les Grecs ne se mariaient pas par amour. Le mariage servait comme un genre de statut social ou un genre de statut économique. Donc, l'amour était à part, vraiment à part du mariage. L'amour était justement très relié sur le sexe et l'émotion. Arrive plus tard la diffusion de la chrétienté à travers l'Occident, donc le grand mouvement de chrétienté à travers l'Occident. Donc là arrivent les dogmes religieux. Il arrive assez fort, merci. Donc, relier l'amour avec le plaisir corporel, ben c'est vraiment pas, non, c'est non, tout simplement. Donc, le mariage aussi, dans cette période-là de l'humanité, le mariage, ben, c'était pas une union amoureuse. Le mariage servait à glorifier, si je peux dire, Dieu, donc à honorer Dieu. Le mariage était comme une promesse d'entraide aussi. Donc, il y avait comme deux choses dans le mariage, très, très reliées à Dieu et en même temps
une promesse d'entraide entre les deux mariés. Donc, dans cette relation, je peux dire, amoureuse, une certaine relation amoureuse, mais c'était relié beaucoup, beaucoup, justement, par le mariage, relié à l'entraide. Au 12e siècle, on est rendu au 12e siècle jusqu'au 16e siècle, à peu près. C'est l'époque médiévale, c'est l'époque de la grande chevalerie, une période d'écriture, une période beaucoup d'écriture et une période, c'est l'arrivée, si je peux dire, de l'amour courtois. Donc une certaine courtoisie entre les gens, entre les êtres, si je peux dire, les êtres qui sont intéressés un envers l'autre. Donc, on parle, tu sais, souvent, il y avait des textes avec de la politesse dedans. Il y avait une approche plus, comment dire, plus douce, plus civilisée, si je peux dire, entre les gens qui avaient une attirance, quelque chose. Mais les mariages sont encore, à cette époque-là, considérés comme un accord politique, je peux dire. Le mariage en tant que tel, c'était pour la plupart, pour la grande majorité, la très grande majorité, c'était pas des mariages d'amour. Donc, c'était des mariages un peu politiques, des mariages pour s'avantager socialement ou plusieurs autres raisons. C'est un genre de deal social, le mariage à l'époque médiévale. Mais il reste que les écrits sont là. Il reste que les grandes histoires d'amour sont là, sont dites. Il y a des textes. Ils ont été des fois un peu chantés. Donc, les grandes histoires d'amour sont, au Moyen Âge, un peu extra-conjugales. Donc, il y avait un côté chevaleresque, si je peux dire. Il y avait un côté honneur. Donc, il fallait démontrer notre affection en faisant des gestes. Donc, le côté vraiment, c'est de faire des sacrifices pour l'autre. Donc, de gagner la main de la personne, de gagner sa confiance. Donc, il y avait le côté un peu chevaleresque qui arrive, autrement dit, des temps médiévaux. Et aussi, arrive aussi une période de la poésie, la poésie amoureuse qui était commencée. On file un petit peu plus loin dans le temps. On file juste un petit peu plus loin, pas très loin. Arrivent plusieurs réformes, arrive une nouvelle opposition dans le monde, une genre de rupture, si je peux dire, avec le pape. Il arrive, c'est assez brouillon, un peu comme il y a une période assez brouillon. Et on est dans les années à peu près 1500 ou à peu près. Donc, c'est le début d'une nouvelle religion chrétienne, le protestantisme. Donc, les protestants, c'est une nouvelle région. Et les protestants, cette nouvelle religion-là chrétienne, a apporté des nouvelles bases. En partie, c'est l'invention du mariage moderne. Donc, c'est toujours l'amour entre deux êtres. Arrive le mariage, mais ce mariage-là, une certaine modernité pour cette époque-là. Donc, c'est le mariage moderne, si je peux dire, c'est l'amour entre deux êtres. Donc, le sexe, le sexe et l'amitié sont associés. Donc, les gens se marient et on sait qu'ils n'ont pas trop à se cacher. On sait qu'ils vont avoir de la sexualité et il y a une amitié, une amour, mais une amitié très forte entre les deux. Donc, c'est comme une association sentimentale entre deux compagnons, deux compagnons de vie. C'est là
qu'on détecte un peu les premiers, tu sais, l'expression, tu sais, le concept âme-sœur. C'est avoir quelqu'un, c'est mon âme-sœur. Donc, c'est mon amoureuse, c'est mon amoureux, mais c'est mon âme-sœur. Donc, vous voyez ce concept-là de âme-sœur. Et on parle aussi à cette époque-là d'unité familiale. Donc, la femme n'est pas encore égale à l'homme, mais quand même, on parle d'une certaine unité familiale, une certaine amitié entre l'homme et la femme. Donc, on voit qu'il y a la formation de quelque chose. Et là, on est quand même dans les années 1500. Et là, l'avant-dernière étape de ma chronologie amoureuse, mais arrive l'époque victorienne. Donc, l'époque victorienne qui est beaucoup plus près de nous. On est dans les années 1800, 1800 quelques. Donc là, on parle ici d'un amour, les relations et l'amour avec une certaine pudeur. Donc, c'est l'éducation des garçons, l'éducation des filles sont séparés. Les couples ont des pièces réservées à eux dans la maison. Donc, ils sont mariés, ils s'aiment, mais ils ont des appartements, ils ont des places dans la maison qui sont réservées à eux. Donc, il y a une acceptation à ça. Là, à cette époque-là aussi victorienne, ben pour les célibataires, c'est une époque difficile parce que on est dans les périodes des chaperons, donc les gens qui vous surveillent, les gens qui veulent que tout se passe bien et qui, autrement dit, cette époque victorienne-là, on l'arrive, de la manière que je ne peux pas vous le dire, autrement dit, c'est le mariage, ben c'est là on se marie, mais c'est là qu'on va par la suite se connaître. T'sais, on se connaît comme ça, on a des affinités, on a un flirt évident, mais on se connaît pas trop, mais on se marie pour en connaître plus. Donc c'est un peu cette époque-là aussi. Donc on se marie pour se connaître. Donc c'est un peu l'époque victorienne. Et aussi, de cette époque-là, qui est très beau, donc le désir de bâtir les enfants, avoir une famille, avoir une propriété, avoir des biens, donc avoir un foyer, si je peux dire. Donc c'est dans l'époque victorienne. Aujourd'hui, bien, on vit l'après-révolution sexuelle. Donc aujourd'hui, bien, les amours sont complètement libérés. Hein. On est dans il n'y a plus de contraintes du tout. C'est des contraintes économiques, contraintes raciales. Les communications sont rapides. On est dans les relations amoureuses basées beaucoup sur le quotidien. C'est comme si le temps entre les amoureux était calculé. C'est un peu comme ça qu'on voit aujourd'hui. C'est comme s'il fallait faire des bilans aujourd'hui. On fait le bilan de notre relation. On fait des bilans comme ça. Donc, on dirait qu'on calcule toujours le temps. C'est comme si on veut avoir la fin heureuse d'un roman chaque jour. Il faut que ça soit chaque jour que ça soit une fin heureuse. Et demain, c'est une autre journée avec une autre fin heureuse. Donc, c'est vraiment étonnant de voir l'évolution des conventions sociales, les conventions du mariage, mais l'évolution aussi. Et moi, je pense aussi aux périodes à venir, hein, la période qui se fait appeler un peu post-modernité. Donc, c'est là qu'on s'en va après nous. Après nous, ben, ça va être d'autres choses. Mais l'amour, lui, en tant que tel, l'amour, lui, n'a pas changé. L'amour n'a pas changé. Et l'amour ne changera jamais. Les sentiments amoureux, c'est la source des plus belles histoires. La passion, l'engagement, l'intimité, l'affection,
la complicité, la confiance. Donc, à travers les époques, à travers justement cette chronologie-là, on le voit par la musique, par les chansons, les romans, les poèmes, les films, la peinture. L'amour passionne tout le temps. Les philosophes travaillent beaucoup d'idées là-dessus. Qu'est-ce que l'amour? Et on peut lire des millions de choses. Mais l'amour, en réalité, il ne change jamais. C'est pour les Grecs, l'amour passait par le sexe. Pour la période chrétienne, la grande période chrétienne, ben, c'était l'entraide. Pour la période médiévale, chevaleresque, si je peux dire, il y avait la courtoisie, la poésie. Il y a le concept des compagnons, les compagnons d'une vie. Hein? C'est mon compagnon d'une vie, c'est la personne avec qui je vais vivre toujours. Donc ça, c'est dans les années 1500 que, autrement dit, amant, et aussi, on peut être amant et ami. Le désir de bâtir, justement, ben, vient de l'époque victorienne. Et aujourd'hui, on rajoute à ça, on rajoute la liberté. Hein. On a cette grande liberté-là qui est extraordinaire. Donc, est-ce que l'histoire nous donne la recette, un genre de recette de l'amour? Une recette de l'amour, voire même du bonheur. Est-ce que le passé, les idées du passé, ces gens-là du passé, de la manière qu'ils vivaient, aujourd'hui, nous amènent quelque chose. Il y a quelque chose, on reçoit quelque chose d'eux, les gens du passé. Comme nous, on va laisser quelque chose au futur. Donc, on parle d'être amant, on parle d'entraide, on parle de courtoisie, d'amitié, avoir un chez nous et se sentir libre. C'est beau, ça? Bien, cet amour-là, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus beau. Donc, c'est la déclaration d'amour qui est beau. La plus belle chose, c'est la déclaration d'amour. C'est pouvoir dire l'amour. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. En terminant, j'ai quelques petites phrases que j'aime beaucoup, comme ça, qui me trottent comme ça, dans mon errance, des petites pensées comme ça. J'aime beaucoup cette phrase-là. Tu me comprends, tu avais compris. Peut-être pas dans tous les mots, mais assez de mots pour savoir combien je t'aime. J'ai une autre phrase ici. Je pense à toi tout le temps. Je pense à toi le matin en marchant dans le froid. Et je fais exprès pour marcher lentement, pour pouvoir penser à toi longtemps. Et une petite dernière pour mon amoureuse qui est juste devant moi présentement. Je ne voulais pas me marier. Je voulais pas me marier. Parce que le mariage, c'est pour la vie. Et toute la vie pour t'aimer, ça me semblait vraiment très court. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté mes pensées. Puis on se reparle bientôt.